Bien sûr, on a encore deux présentations, celle du professeur Tevegno et après celle de Dr Janah. Et les résultats de l'examen du diplôme universitaire seront communiqués à 19 h à la fin de la réunion de Merck. Et je tiens à vous informer que, Inch'Allah, le diplôme universitaire de nutrition et diabète sera pour l'année prochaine, février et mars. On vous communiquera la date exacte. Inch'Allah, toujours sous la direction de Madame Yousfi Mounia et du professeur Monnier, bien sûr, sera fait par notre cher maître, le professeur Schlienge, notre cher maître, le professeur Bernard Baudusseau, avec la collaboration et l'aide, bien sûr, de notre nouvelle venue, Madame Lise Bordier, notre colonel plein, que nous saluons. On est très content de vous avoir parmi notre équipe du DU et très probablement Monsieur Tevegno, qu'on va écouter maintenant avec grand plaisir. Notre diplôme continue et longue vie à l'ADN. Merci. Alors, professeur Tevegno, alors vous êtes bien reçu chez nous avec un grand plaisir pour nous traiter un sujet qui n'a jamais été traité, c'est pour la première fois. C'est le passage de la pédiatrie à l'adulte en matière de diabétologie. Merci beaucoup. Voilà, encore un merci aux organisateurs de l'ADN et je n'ai aucun conflit d'intérêt. Vous voyez, un jeune qui fait un grand pas, donc c'est dangereux bien sûr, et aussi il peut passer sur un fil, ce qui n'est pas idéal. Donc on va voir comment on peut passer de l'adolescent chez les adultes en sécurité et avec réussite. Un petit mot pour dire que le diabète de type 1, puisqu'on va parler que de ça, c'est la maladie métabolique la plus fréquente chez l'enfant et l'adolescent, et dire ce que vous avez observé probablement, c'est une augmentation de 3%, voire plus, du nombre d'enfants qui déclarent un diabète et qui touche surtout des enfants de plus en plus jeunes. Ce qui crée un problème, bien sûr, pour les services de pédiatrie, parce qu'on a des cohortes qui avancent énormément. Un enfant qui commence à 2 ans, s'il passe à 18 ans chez les adultes, il va être suivi pendant 16 ans. Et quand il va arriver dans un service d'adultes, il a déjà un passé important avec des problèmes qui peuvent se poser, surtout si ce passage ne se passe pas très bien. Rupture ou continuité, bien sûr, des étapes clés. L'annonce du diagnostic, c'est toujours l'occasion, bien sûr, de mettre en place une formation initiale. On dirait vraiment une base pour que l'enfant et sa famille puissent se débrouiller, surtout s'il est jeune. Et l'adolescence, c'est toujours un passage compliqué puisqu'il faut rendre ce jeune autonome et lui réapprendre les bases, surtout si ce sont ses parents qui ont assumé l'essentiel du diabète pendant la petite enfance. Et enfin, le passage chez les adultes, c'est là-dessus que l'on va s'attarder. La transition, comment on la définit? Un processus qui doit être long, qui s'étale sur des années. On ne passe pas en quelques mois un enfant parce qu'on est sûr de l'échec. On va voir les raisons, bien sûr, de cet échec. Ça se prépare, il y a un passage et il faut aller jusqu'à l'accrochage en médecine d'adulte. Et on dit qu'il faut au moins 2 ans pour être sûr que le jeune adulte pourra se comporter parfaitement pour l'avenir de son diabète. Alors c'est un sujet d'actualité puisque les associations, la Fédération par exemple française des diabétiques qui s'occupe des adultes et l'AJD qui s'occupe des enfants en métropole française s'occupent de ça et préparent des documents là-dessus destinés aux familles et destinés aux professionnels de santé. Vous voyez, ça c'est un extrait de la dernière revue d'Équilibre qui parle de ça et c'est un sujet bien sûr qui est original et qui est maintenant considéré d'actualité. Mais on trouve des écrits depuis 20 ans là-dessus et des pays comme le Canada, la Suisse ou d'autres pays se sont déjà attardés là-dessus. Mais ça pourrait concerner toutes les maladies chroniques, mais le diabète bien sûr c'est une excellence. Alors un petit quiz pour vous mettre en appétit. Vous voyez ce poisson qui saute. Donc selon l'ADA, la transition doit être préparée au moins pendant combien de temps? 6 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans? Vous voyez que la réponse, c'est au moins 1 an avant le moment de la transition. Je ne vous laisse pas répondre, on ne va pas perdre de temps parce que vous savez tout ça, probablement. Selon l'ISPAD, l'International Société de Pédiatrie, une recommandation n'est pas faite
Connaître un service d'adulte qui puisse répondre aux besoins des jeunes adultes, discuter longtemps à l'avance avec l'adolescent et ses parents pour une meilleure maman, ne pas dépasser l'âge de la majorité, donc en France c'est 18 ans, développer des procédures claires, fournir un résumé clinique et s'assurer qu'il n'y a pas d'interruption des soins. La réponse, il n'y a pas d'âge prédéfini. On discute longtemps à l'avance avec l'adolescent et ses parents du meilleur moment pour choisir cette transition selon leurs préférences, quand ils se sentent prêts, mais aussi en fonction de la disponibilité des services. Un petit point, c'est que les services de pédiatrie sont souvent débordés par le nombre d'enfants diabétiques et les services d'adultes, parfois, sont débordés aussi par le nombre de patients à suivre et ils n'ont pas toujours cette disponibilité pour assurer le temps de ce passage. En fait, il est préférant d'être très souple sur l'âge de transition et les circonstances de la maturité psychosociale de cet adolescent varient énormément. Quel est le pourcentage de rupture de suivi à 1 an? 1%, 10%, 20%, 40%. Alors la réponse, d'après une étude de l'Île-de-France, c'est 20%. Maintenant, il y a des publications qui parlent de 10 à 40%, surtout s'il n'y a pas eu de préparation. Inquiétude, quel est le plus inquiet pour cette transition? Ça, c'est un petit mot presque d'humour. L'adolescent lui-même, les parents, les pédiatres, les équipes de diabétologie d'adultes. Et vous voyez que les adolescents ne sont pas très inquiets, ils sont souvent insouciants, ils vivent au jour le jour, dans le temps présent. Les parents, parfois, sont inquiets, pas toujours, et ce sont les pédiatres qui sont les plus inquiets. Peur que l'adolescent se reconnaisse dans un suivi différent, peur que les choix thérapeutiques faits avec les adolescents dans un contexte donné ne soient pas compris, et peur que l'équipe d'adultes ne prenne pas en compte l'adolescent dans toutes ses dimensions et ses fragilités. Donc on va approfondir ça, puisque vous êtes surtout des médecins d'adultes, mais vous traitez aussi sûrement des enfants. On va voir comment avancer dans cette problématique. Que faire? Vous voyez, donc on se croise les bras, on reste dans son coin et on hésite. Et c'est pas bien d'hésiter, parce que plus on attend, plus le passage va être compliqué et ce ne sera pas réussi. Alors pourquoi préparer cette transition? On s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de problèmes qui apparaissaient, et je me rappelle de jeunes qui passaient par les urgences de l'hôpital où j'étais, en me disant « Vous avez un jeune qui est en acidocétose aux urgences, vous ne pouvez pas venir le voir ?» Et puis je m'apercevais qu'il avait 20 ans, et je dis « Mais non, normalement il est chez les adultes. » Et en fait, il y a des passages qui ne sont pas réussis. Donc des déséquilibres, une élévation de l'hémoglobine glyquée qu'il faut nuancer parce que pendant l'adolescence, l'hémoglobine est parfois un peu plus élevée. Et puis la survenue plus précoce de complications, et on voit que si un enfant est suivi déjà depuis 16 ans, quand il passe chez les adultes, il va avoir 17, 18 ans, 20 ans, et il a l'âge parfois de faire des complications. Et une survenue donc plus précoce des complications. Alors les grossesses, ça peut arriver si on n'a pas anticipé les choses, si on n'a pas expliqué les choses. Et maintenant, bon, en pédiatrie et dans tous les séjours que l'on organise avec la JD, on parle de ça aux jeunes filles parce qu'on sait que ça peut être un gros problème. Alors comment évaluer les succès et les échecs de cette transition? Donc selon les écrits, il y a plusieurs critères. L'assiduité des consultations, l'hémoglobine glyquée, bien sûr on l'a vu, les épisodes aigus qui conduisent aux urgences, les complications dégénératives, la satisfaction des médecins, de leur famille et bien sûr des patients. Et là, bien sûr, la qualité de vie intervient beaucoup. Mais en fait, tout le monde s'attarde pour dire que l'absence de perte de vue, c'est déjà pas mal pour savoir que c'est réussi le passage. Les spécificités de l'adolescence, donc je vous les rappelle, toujours avec la question « suis-je normal ?» des petits mots d'humour, l'ambivalence. On voit qu'on aime bien ses parents, mais on aime bien se disputer avec eux aussi, c'est toujours problématique. C'est la fin des parents, c'est le temps des copains. Et les questions que se pose l'adolescent selon les âges, c'est « est-ce que je suis normal ? Est-ce que qui je suis ? Et enfin, où je vais ?» C'est un petit peu tiré de tous les écrits de Jamais, où on retrouve ces questions identitaires. Quand on est normal, on découvre son corps, on vit avec son corps. Son corps est l'objet des parents, mais aussi l'objet des soignants quand on est diabétique. Et bien sûr, il y a un deuil d'un rêve du corps parfait, et souvent, le diabète est une blessure pour ces adolescents. Est-ce que je suis différent? L'apparence, vous savez que c'est très important, puisque les adolescents s'habillent souvent tous pareils. La différence fait peur et le diabète est une différence. Et comment on évite la différence? Parfois, ça se traduit par des prises de risques avec des problèmes de compliance par rapport au traitement ou alors un excès d'adaptation. Cette construction identitaire, c'est l'image qu'on a de soi-même.
Elle s'identifie au travers du regard des autres et on se construit, bien sûr, avec des modèles. Quand devient-on un adulte? Grande question. Bien sûr, quand on voit le corps adulte, il n'y a pas de problème. Quand on construit une identité stable, ça c'est déjà plus discutable. Quand on change de mode relationnel avec l'apparition de comportements exploratoires, quand on change de mode de pensée aussi, peut-être avec une pensée un peu plus rationnelle, et quand on se sépare du noyau familial et qu'on acquiert une certaine indépendance. Alors indépendance, c'est une indépendance qui peut être économique, qui peut être psychologique, qui peut être affective, donc c'est un grand sujet. Et vous voyez que c'est un petit schéma pour réfléchir. Le bébé, il n'y a pas de problème, on sait ce que c'est. L'enfant, on sait ce que c'est. Mais l'ado, vous voyez qu'il se prolonge longtemps. Et parfois, c'est 25 ans, parfois certains disent, mais à 40 ans, il est toujours ado. Le comportement ado, il n'est pas tout à fait acquis à 50 ans, c'est possible. Voilà. Alors, comment intervient le diabète au cours de cette adolescence? Vous voyez que quand on est adolescent, on s'affirme, on fait des expériences, on teste les limites, on l'a déjà évoqué, on s'approprie son corps. Et quand on a une maladie chronique, ce sont des contraintes, c'est des lassitudes, c'est une fatalité. Les éléments dépressifs, ça a été évoqué ce matin, peuvent apparaître aussi. On a une dépendance, on s'inscrit dans une temporalité qui est différente et on a une blessure narcissique. Alors j'aime bien ces deux phrases. L'adolescence gêne le traitement de la maladie. C'est vrai, mais la maladie et son traitement gênent l'adolescence aussi. Donc c'est un conflit qui peut s'affronter. Alors quand on devient adulte, qu'est-ce qu'on attend, si vous voulez, pour ce jeune? C'est une prise de conscience de la chronicité de la maladie et de la dépendance au traitement. Et ça, il faut du temps pour acquérir cette notion. Ensuite, il y a un choix possible de vivre en intégrant le diabète plutôt que de le subir. On ne s'échappe pas de son diabète. On dit que le diabète, il n'a pas de vacances, il n'y a pas de samedi et de dimanche pour le diabète, donc c'est difficile. Ensuite, il faut qu'il acquiert une capacité pour gérer sa vie quotidienne, sa maladie. Ça veut dire qu'il va être capable de prendre ses rendez-vous, d'aller à la pharmacie, de gérer son traitement, ses sorties, ses soirées, ses voyages. Et ça, il faut déjà une grande maturité. Et il y a une évolution aussi des relations avec l'équipe soignante et ses pairs à propos du diabète. Un petit détail, par exemple en pédiatrie, on tutoie les jeunes. Quand ils passent chez les adultes, on les vouvoie. Donc il y a une relation qui est quand même plus distante, mais qui est nécessaire. C'est un passage comme le passage quand on passe son permis de conduire ou le bac, on réussit des choses, donc on devient adulte. Donc cette transition, elle doit être planifiée, organisée. Initialement, c'est sous la responsabilité des pédiatres. Parfois, il y a des unités ou des maisons de l'adolescence qui permettent ce passage. Ça existe à Paris ou dans certaines villes. En Suisse, ils l'ont développé. En France, il y a très peu d'endroits où c'est développé. Et le but, bien sûr, c'est l'épanouissement du bien-être moral et physique. C'est préserver le capital santé, c'est fondamental, éviter les complications. Et puis, c'est acquérir cette autonomie. Alors, quels sont les obstacles? Pour les adolescents, la peur du changement d'équipe, c'est très très repéré. Perte de repères, des protections de la pédiatrie. C'est vrai, quand ils sont suivis longtemps, quand ils viennent en pédiatrie, ils ont leur tata, leur pédiatre, leur environnement, ils viennent faire de la bise quand ils vont en consultation. Ils ont une espèce de filet de sécurité, ils se sentent protégés. Même parfois, quand il y a une défaillance parentale, il semble que le personnel hospitalier supplée. Et pour vous dire que tous les enfants sont suivis en pédiatrie pour le diabète, ils ne sont pas suivis en ville, c'est très rare. Alors qu'on va voir chez l'adulte, il faut qu'ils puissent être suivis en ville aussi. Pour les parents, c'est une peur de lâcher leur enfant. Ils perdent un petit peu leur rôle de parents et souvent ils sont surprotecteurs quand on a un enfant diabétique. Et c'est une étape aussi qui peut être difficile pour eux. Alors les autres obstacles, c'est une anxiété. Une anticipation qui est mal faite. Et il y a des sujets importants qui sont souvent oubliés en pédiatrie. On parle très peu des complications dégénératives. Alors on commence un peu à s'y mettre, mais ça nous gêne beaucoup, parce qu'on ne veut pas faire de la peine aux parents, aux enfants, c'est difficile. Alors ensuite, des professions, on commence à en parler, mais il y a des professions qui sont interdites. Il y a une façon de passer son permis de conduire quand on est diabétique, il faudrait en parler, surtout avec la conduite accompagnée, par rapport à ces jeunes. Ensuite, il y a des professions, bien sûr. Ensuite, il y a la grossesse et la contraception. Et ça, il faut en parler parce que moi, j'ai suivi pendant 30 ans des jeunes diabétiques. J'ai eu des jeunes filles qui se présentaient enceintes. C'est quand même, surtout si elles sont mal équilibrées, c'est quand même une catastrophe. Ensuite, les consommations de tabac, d'addiction, les autres prises de risques qu'on va évoquer après, il faut en parler aussi. Donc, il y a un dialogue qu'il faut avoir avec ce jeune de confiance. Et ça, c'est très important.
Alors la place des parents, vous voyez qu'on passe progressivement d'un dialogue à 3, ou à 4 quand il y a le père et la mère, mais c'est souvent malheureusement la mère qui vient, à une consultation de face à face, et on va le faire progressivement. C'est-à-dire que très vite, dès que l'enfant voit qu'il est un petit peu indépendant, qu'il est capable, on va peut-être introduire dans la consultation les parents, leur dire écoutez, attendez à la salle d'attente, je le reçois seul, et puis je vous recevrai à la fin de la consultation pour faire le point. Et ça, c'est important qu'on s'adresse progressivement à lui. Vous voyez que, selon les âges, bien sûr, qu'à partir de 18 ans, il est important et indispensable que ce jeune soit complètement autonome. Alors ensuite, les obstacles, ce sont les systèmes de soins. On sait qu'une transition trop tôt, et il y a un livre célèbre qu'avait écrit L'Estradé, c'est le fondateur de l'AJD, où il citait, je crois, à 15 ans et demi, une jeune, il a dit, écoute, maintenant, avant on passait les enfants dans les services d'adultes à 15 ans et 3 mois. Bon, maintenant, on en revient à 18 parce que c'est l'âge de la majorité, mais il avait passé un jeune, et je crois 6 mois après, ce jeune s'était suicidé. Donc depuis, on a réfléchi, on s'est dit, bon attention, il faut accompagner, il ne faut pas faire n'importe quoi, on ne passe pas comme ça un enfant, on ne se débarrasse pas d'un enfant, j'emploie les mots pour vous frapper, mais on ne fait pas comme ça, mais parfois, dans certaines circonstances, ça peut se faire, et c'est souvent catastrophique. Donc ni trop tardive, ni trop brusque, et il faut avoir la participation du jeune et sa famille, et il faut pouvoir présenter le service d'adultes. La meilleure chose, c'est de connaître les médecins d'adultes, c'est de pouvoir se retrouver dans les congrès, par exemple. Les CFD, on se rencontre dans les réunions aussi, d'aller les voir, de discuter avec eux, parfois d'aller leur présenter ce jeune, parfois de faire une consultation commune, on va l'évoquer après, mais tout ça, c'est pas toujours possible parce qu'il peut y avoir un contexte géographique. Maintenant, il y a souvent des services, des hôpitaux mère-enfant qui sont éloignés des services d'adultes. Donc ça complique un petit peu les relations. Voilà. Ensuite, il y a des offres de soins pédiatriques qui peuvent être très différentes selon les endroits. Et les services d'adultes, eux, suivent beaucoup, et on l'a vu bien sûr dans ce congrès. Vous avez parlé essentiellement du diabète de type 2, parce que ça vous occupe 2/3 du temps. Et quand ils se retrouvent dans les salles d'attente avec des malades qui sont âgés, avec déjà des complications et des diabètes de type 2, ils sont très mal à l'aise, ces jeunes. Alors, préparer cette transition, donc on a dit on commence 1 an à l'avance, on implique l'adolescent, ses parents, et on a des objectifs, vous voyez, on va les revoir, ces 3 points, connaître et comprendre bien sa maladie, il va falloir revoir les choses, avoir une compétence pour avoir cette autonomie, et avoir une interaction entre la maladie et la vie sociale et relationnelle qui soit bien établie pour pouvoir réussir tout cela. Dans les connaissances, bien sûr, il faut refaire peut-être un diagnostic thérapeutique partagé pour savoir ce que c'est l'adolescent et s'il est capable, bien sûr, d'avoir cette autonomie. Et maintenant, il y a des protocoles qui sont établis dans les services de pédiatrie, en collaboration avec les services d'adultes, pour remettre au point un certain nombre de sujets, la physiologie de la maladie, le rôle et les effets de l'insuline, l'alimentation avec le calcul des glucides, on fait beaucoup d'IF maintenant, et qui sache estimer sa quantité de glucides pour choisir sa dose d'insuline avant son repas, l'activité physique qui joue un grand rôle chez le jeune, et on le voit dans toutes les colonies et séjours que l'on organise, et puis les informer sur les complications et leur traitement. Et on voit qu'il y a énormément de discordance entre les objectifs des parents, des soignants et bien sûr de ces adolescents. Pour eux, c'est pas du tout, on ne poursuit pas le même rôle. Eux, ils sont dans le présent, ils veulent réussir des choses, ils veulent être heureux, et ils ne se projettent absolument pas dans l'avenir, vous le savez tous. Alors ensuite, des compétences et une autonomie. Donc c'est une réelle autonomie dans la gestion de la maladie. Ça veut dire gérer ses horaires, son alimentation, surveiller sa glycémie. Alors un petit mot, et ça a été évoqué par le professeur Bordier hier, c'est vrai qu'actuellement, ils ont le plus grand nombre, la grande majorité, le freestyle libre. Vous voyez, sur les séjours AJD organisés cette année, cet été, il y avait 1200 jeunes qui sont partis. À 90%, ils avaient le freestyle libre. Ça veut dire qu'ils ont quand même l'enregistrement presque continu de la glycémie. Ils savent ce qui se passe la nuit. Ça leur permet, s'ils savent bien s'en servir, d'ajuster toute leur glycémie en fonction de ce qui peut se passer. Et pour eux, on peut s'en servir un petit peu pour l'éducation thérapeutique. Je fais du sport, je vois ce qui se passe. Je mange beaucoup, je vois ce qui se passe. Je me délecte de sucreries et je vois ce qui se passe. Donc c'est vraiment un outil qui est intéressant et d'éducation. Voilà. Les injections, bien sûr, les adaptations des doses, les pompes. Actuellement, chez nos jeunes, on a à peu près 60% qui ont des pompes insulines de technicité différentes, mais maintenant, ce sont des très bonnes pompes.
Les capteurs de glucose commencent à être utilisés, surtout chez les tout-petits, pour arrêter, si vous voulez, le débit d'insuline la nuit en cas d'hypoglycémie. Donc c'est une sécurité pour les parents. Mais c'est vrai qu'ils arrivent pour le moment à préférer le freestyle libre, puisqu'on le met pour 14 jours. On n'a pas besoin d'étalonner l'appareil. Je fais un peu de publicité, mais c'est pas correct. Je n'ai pas de conflit d'intérêt, mais c'est très pratique pour eux. Voilà. Ensuite, il faut gérer le stock, le matériel, les rendez-vous, prendre ses rendez-vous et se projeter pour un jeune de prendre des rendez-vous. Prendre un rendez-vous chez le dentiste, c'est compliqué, pour le permis de conduire, c'est compliqué, et chez le diabétologue, c'est compliqué. Surtout sur l'ordi, il n'y a pas de classe avant 6 mois, là, ça va être très difficile. Alors, les compétences, c'est introduire des consultations avec des temps réservés, si vous voulez, où les consultations seront plus longues chez les adultes, surtout les premières consultations. Ensuite, l'encourager à cette période de choisir son médecin traitant. Souvent, ils n'ont pas de médecin traitant. Il faut qu'à partir de 16 ans, ils aient un médecin traitant. Parce que ce médecin traitant, ça va être un relais, ça va être un guide. Si jamais il y a un échec, si vous voulez, dans ce passage, il va pouvoir rattraper ce jeune et pouvoir le réadresser au bon service. Et c'est très important. Ensuite, il faut qu'il puisse se débrouiller dans les démarches administratives. Merci. Oui. Donc, il sache faire ses papiers de sécurité sociale, sa carte vitale, demander son ALD si jamais elle n'était pas à jour. Et ensuite, une interaction, le troisième point, la maladie et la vie sociale. Donc, l'enseigner sur les professions limitées. On sait que certains services de police, l'armée, les chauffeurs, les pilotes n'acceptent pas ces jeunes diabétiques. Comment passer son permis de conduire, lui apprendre l'effet du tabac à long terme, l'effet de l'alcool. Vous savez qu'une alcoolisation aiguë peut entraîner des hypoglycémies très sévères, et on a des habitudes parfois chez des jeunes en France où ils font des soirées, où ils font un drinking drinking, c'est-à-dire qu'ils prennent des alcools très forts et très rapidement, ils se retrouvent en hypoglycémie sévère, et on le retrouve parfois aux urgences, donc en hypo, et on sait que le glucagène ne marche pas quand on fait une hypoglycémie sévère, quand il y a eu une alcoolisation aiguë. Ensuite, l'interaction des drogues, parce que malheureusement, les drogues sont utilisées chez certains jeunes. La contraception, qui est très importante. Le risque de transmission aux enfants, c'est une question qu'ils vont tous poser. Et les conditions particulières de la grossesse. Alors, repérer les enfants ou les jeunes qui vont être à risque. Et c'est l'occasion de marquer les choses. Et si on voit un jeune qui ne vient pas aux consultations, qui espace ses consultations, qui a eu des problèmes, parfois ça se joue en problème de scolarité ou problème de conduite, bien sûr, avec un mauvais contrôle métabolique, il faut faire très attention à ce passage. Les troubles psychiatriques, on a évoqué la dépression, les troubles du comportement alimentaire qui ne sont pas rares chez les jeunes filles, l'anorexie, certaines boulimies, et aussi une attitude qu'on retrouve assez souvent, des jeunes filles qui, pour perdre du poids, vous savez qu'il y a les médias prônent la minceur, je ne sais pas si c'est comme ça, mais il faut être mince, il faut être belle, et ils se servent de l'insuline en réduisant leur dose pour perdre du poids. Et c'est catastrophique, bien sûr, dans l'équilibre métabolique. Et il faut repérer ces jeunes filles qui font ça parce que c'est embêtant. Donc une occasion, parfois, de demander une prise en charge psychologique, voire psychiatrique. Alors, on va s'organiser avec un âge variable, on l'a vu, entre 15 et 25 ans. Donc l'idéal, bien sûr, en France, c'est la majorité parce que c'est plus simple. On dit en pédiatrie, on est mineur, et chez les adultes, on est majeur, donc on est responsable de tout. Donc c'est autour de 18 ans, mais on peut aller un peu plus tôt ou un peu plus loin, c'est pas gênant. Toujours éviter des changements de traitement avant ou après le passage. C'est très désagréable pour une famille, pour un enfant, quand s'il arrive dans un service d'adulte, on dit le traitement que tu as, ça ne convient pas, je vais te mettre d'autres insulines, je vais te mettre ça, c'est catastrophique. Donc tout le monde, on sait très bien qu'on ne change jamais un traitement, surtout les premières fois, on voit comment ça se passe, et si on a une raison de le changer, on l'explique bien aux jeunes et à sa famille. Donc on ne passe pas un jeune en période d'instabilité, on va se donner un peu de temps. On va articuler le passage avec les événements de la vie. C'est souvent la fin de la scolarité, la réussite du bac, le passage en faculté, ça va être un événement, le début d'un travail, et on va profiter de ces événements ou alors un déménagement pour adresser ce jeune à une équipe d'adultes qui va pouvoir le prendre en charge. Ensuite, il faut choisir un service ou un diabétologue libéral qui est concerné par, bien sûr, ce diabète du jeune.
Et le faire, et le mieux, bien sûr, c'est que le pédiatre connaisse ses diabétologues, ou le téléphone avant, ou les rencontres, pour que tout se passe bien. Et il n'y a rien de mieux de pouvoir dire « mais je connais ce diabétologue, ça va bien se passer, je peux t'assurer que tout se passera bien ». Il faut le rassurer. Il faut avoir des liens de confiance. Les modalités possibles, alors une visite préalable, bien sûr. Dans l'hôpital où j'étais, bon, j'avais 2 étages à faire, je montais avec le jeune, et puis je lui présentais, je lui disais, il prenait son rendez-vous avec moi, et on redescendait d'un service de pédiatrie, c'était facile. Mais ce n'est pas toujours possible, on le sait. Hein. Voilà. Ensuite, il y a des équipes qui mettent un patient adulte référent, qui va chaperonner, qui va parrainer ce jeune dans son passage. Ça, c'est une très bonne solution. Parfois, il y a des réunions entre des équipes de parents, si vous voulez, d'ados, qui se réunissent dans ce passage, qui permet aussi de parler de ça et de rassurer tout le monde. Alors, une consultation conjointe, quand c'est possible, parce que ça prend beaucoup de temps, et c'est quand même très compliqué. C'est souhaitable, mais on arrive très rarement à le mettre en place. Et toujours informer le médecin traitant du passage. Parce que, justement, si jamais ça ne se passe pas bien, lui, il va être peut-être une bouée de sauvetage pour rattraper ce jeune. Alors, la consultation de transition, vous voyez ces 2 petits mots que vous retenez, lâchez-moi, mais ne me laissez pas tomber. C'est souvent le jeune, je veux être indépendant, mais si jamais ça ne va pas, je veux bien que mes parents me rattrapent. Hein, c'est un petit peu ça. Hein. Alors, j'aime bien cette photo parce que vous savez que pour un ado, le téléphone portable, ça fait partie de son bras, ça se prolonge. Hein, il est toujours dessus et il exerce son pouce 10 fois, 20 fois, 100 fois par jour. Et on va peut-être se servir aussi de ce téléphone portable pour lui rappeler les rendez-vous, pour mettre des programmes dessus, pour l'aider dans les ETP. Et vous voyez que j'aime bien cette jeune fille qui dit à sa mère « Stop, hein, lâche-moi », mais à la fois, je préfère mon portable. Hein, ça, vous connaissez tout ça. Donc, s'adapter dans un service d'adultes, ce ne sont plus des enfants, mais ce n'est pas encore des adultes. Donc, des consultations qui sont identifiées, si on peut les grouper à la même période, c'est mieux. Prévoir des consultations un peu plus longues, parfois avec l'aide d'une infirmière d'éducation qui peut aussi les accompagner. Regrouper des séances de TP en commun, certains services arrivent à le faire. Et on a évoqué un parrainage avec des adultes qui parrainent des jeunes enfants ou des jeunes adultes. On aborde les sujets de préoccupation des jeunes adultes et on va voir comment on peut structurer cette transition. Donc, on a évoqué un lieu de soins intermédiaires, donc avec une médecine de l'adolescent, des unités pour adolescents, jeunes adultes. Les Suisses le font très bien, nous on le fait avec timidité. Je ne sais pas si au Maroc on arrive à organiser ça, parce que ça demande des moyens aussi. Et dans les outils de transition, il y a des programmes qui sont établis, il y a des dossiers, il y a des protocoles que l'on établit en pédiatrie, qui sont transmis au service d'adulte. Et ensuite, avec un retour, si vous voulez, quand le jeune est vu dans le service d'adulte, il en rend compte au service de pédiatrie, avec des questionnaires pour évaluer les capacités transitionnelles, des comptes rendus médicaux, et on va utiliser bien sûr les nouvelles technologies. Alors une chose qui est originale, c'est le rôle d'un personnage qui s'appelle le coordinateur ou le transiteur. Quel est son rôle? D'abord, c'est un professionnel de santé, bien sûr, qui va assurer le lien entre les équipes de pédiatrie et d'adultes, qui va organiser, animer une espèce de réseau pour les ados, qui va accompagner le jeune et sa famille tout au long du processus de transition et qui va s'assurer du suivi pendant les 2 ans qui suivent le passage pour éviter les ruptures de soins. Alors de qui s'agit? C'est un professionnel, on l'a dit, ça peut être un médecin, un infirmier, un puériculteur, un psychologue, voire une diététicienne. C'est vrai qu'il faut trouver la bonne personne et bien sûr financer son poste pour que ce soit réussi. Alors comment on va surveiller ce passage? L'importance du premier rendez-vous, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il ait un rendez-vous 6 mois après, parce que le jeune, il vit dans l'instant, si on lui dit c'est dans 6 mois, il n'ira jamais. Donc il faut pouvoir dire au secrétariat, attention c'est un jeune, il faut lui donner un rendez-vous pas trop tardif. Il faut surveiller ses consultations ultérieures pendant 2 ans. Il faut proposer éventuellement une consultation de retour. S'il y a des difficultés, revenir voir le pédiatre une fois, qui va le rassurer, lui dire « mais non, tu es bien, tu as réussi ton passage, c'est formidable ». Et en cas de difficulté, évoquer la possibilité d'un plan B, peut-être s'adresser à une autre équipe, si vraiment ça se passait très mal. Alors les erreurs à éviter, bien sûr, c'est rater le moment, on l'a évoqué, dénigrer les prises en charge pédiatriques, c'est pas très bien, et modifier tout de suite le traitement. Je suis dans le temps, là, c'est bon? Ça va. Alors une petite image, vous voyez que c'est un grand vol, mais accompagné. Hein.
Et en conclusion, on peut dire que, bien sûr, cette transition pédiatrie adulte, c'est une étape fondamentale dans la construction du projet de vie. Elle nécessite une anticipation qui est positive, une organisation, des liens, des échanges entre les deux équipes. Et une citation de Pierre Jacquin qui a beaucoup écrit là-dessus, « La préparation de la transition, c'est une bonne occasion de redonner une dynamique dans la maladie chronique, faisant évoluer la place de chacun, patient, parent, soignant, et qui s'inscrit dans un projet de vie du jeune, et sa réussite, c'est l'une des conditions d'une bonne qualité de vie avec le diabète. » Voilà, je remercie l'AJD qui m'a donné un certain nombre de documents, Claire Le Tallet qui est au CHU de Toulouse, Paul Jacquin, bien sûr, Nada Tubana qui était à l'hôpital Robert Debré, et vous voyez une photo du bonheur d'adultes avec ces ados qui s'intègrent dans une grande famille des adultes. Voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup, M. Témignon. Alors là, vous nous mettez un petit peu en réflexion chez nous, comment on va résoudre un petit peu le problème, vu les difficultés déjà que vous avez traversées dans ce sujet-là, dans comment faire ce passage. Alors, merci une autre fois.